volontiers. Je voudrais maintenant ouvrir le banc de notre premier débat d'experts. Quels sont les enjeux politiques et éthiques de l'intelligence artificielle? Nous voudrions en discuter. Commençons par la question suivante. Existe-t-il une bonne IA et une mauvaise IA? Nous venons d'entendre différentes définitions. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Qu'est-ce que cela signifie pour la gestion de ces technologies de l'intelligence artificielle? Quel est le rôle joué par la France, par l'Allemagne? Quels sont les effets durables sur la société en fonction des décisions que nous prenons? Et qui seront les parties prenantes qui devront agir? Est-ce l'État? Est-ce la société civile? Qui doit agir? Ce sont autant de questions auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Sachez que je suis très heureux que nous ayons réuni des panélistes excellents pour ce débat d'experts et avec lesquels nous allons pouvoir discuter. Il y a tout d'abord Madame la professeure Jutta Allmendinger, qui est sociologue et présidente du Centre de recherche des sciences sociales de Berlin. Si je peux le dire, c'est vrai, elle est l'une des sociologues de travail et d'éducation les plus renommées d'Allemagne. Soyez la bienvenue, Madame la professeure. Puis Frédéric Massala, le fondateur, président et fondateur de Blablacar. Je pense que nous sommes nombreux à connaître ce service. Bonjour. Il a été, son entreprise a été l'une des premières à être valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Il est très engagé, il est coprésident de la plus grande association de start-up françaises et il est France Digital. Il est aussi le fondateur de Tech for Values, un organisme qui veut rendre publiques les valeurs des startups internationaux dans ce secteur. Car nous avons appris qu'il y a peut-être aussi des divergences d'opinion concernant, en fait, qu'il y a des conceptions différentes en termes de valeurs et éthiques. Merci pour ta participation. Ensuite, professeur Laurence Devilliers, professeur à la Sorbonne, en charge de l'intelligence artificielle de l'éthique. Elle concentre sa recherche sur les effets sociétaux et sur les risques et les avantages, ou plutôt les atouts de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Soyez la bienvenue. Merci pour votre participation, Madame la professeure. Et puis, Monsieur Hans-Christian Boos, fondateur d'Arago et membre du Conseil numérique du gouvernement fédéral. Il s'agit de l'épanouissement des potentiels de l'intelligence artificielle, car cela montre que l'être humain devra demeurer au centre de nos préoccupations, même dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et il faut éviter une situation inverse. Je suis très heureux que vous participiez toutes et tous à ce débat d'experts. Permettez-moi de commencer par poser la première question. Madame Allmendinger et chère Madame De Villiers, existe-t-il selon vous une bonne IA, une mauvaise IA? Madame Allmendinger. Je suppose que oui. Du fait de ma profession, j'observe les personnes et leur comportement à l'égard de l'intelligence artificielle. Nombreux sont ceux qui se sentent être marginalisés. Ils ne peuvent même pas savoir s'il y a une bonne IA, une mauvaise IA. C'est dû à leur niveau d'éducation, à leur métier. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, Madame la professeure Simon l'a déjà dit, c'est une question, enfin, c'est le résultat de négociations sociétales. Cela suscite la question de savoir qui négocie d'ailleurs au niveau sociétal. Force est de constater que bon nombre de personnes se sentent exclues, marginalisées, ne se sentent pas concernées, et c'est un trop grand défi pour eux de se mettre à niveau, au niveau technologique requis. Cela suscite des craintes, mais en même temps, c'est aussi un appel à la société afin de promouvoir la participation, afin d'accroître la transparence. Je peux prouver mon propos à l'aide de données. Est-ce qu'on est vraiment prêt à continuer à se former? Qui est prêt à le faire? Nous pouvons beaucoup faire, pas seulement pour mener ce discours sur la bonne IA et la mauvaise IA, il faut entraîner les personnes et nous devons y parvenir. Quant à la question de la perception, je pense qu'elle est tout aussi importante que la question de savoir ce qu'il en est vraiment. Madame la professeure De Villiers, est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit, grosso modo?
Écoutez, je pense qu'effectivement, la perception de tout un chacun de l'IA est en ce moment assez biaisée par tout ce qu'on entend dans les médias, la science-fiction, etc. Donc, il y a une mauvaise compréhension de ce que sont les IA, de comment elles apprennent, des décisions qu'elles peuvent prendre. Et moi, pour moi, une bonne IA, c'est d'ailleurs une IA qui a sur laquelle on a utilisé en fait l'éthique pour la designer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boucle qui tient compte des usages que l'on devrait mettre en place à chaque fois dans l'industrie pour construire des systèmes. On les construit des systèmes qui vont interagir avec vous. Ma spécialité à moi, par exemple, c'est de construire des chatbots ou des robots sociaux qui sont capables de détecter vos émotions, de réagir en fonction de ce que vous avez dit et de changer de stratégie, de faire du nudge, c'est-à-dire par exemple de l'incitation à faire quelque chose. Le nudge, ça vient de l'économie comportementaliste et d'un prix Nobel en économie de M. Richard Thaler, que je vous encourage à lire. C'est-à-dire qu'on peut manipuler facilement avec ces machines. Donc, il est extrêmement important de les rendre plus transparentes, plus loyales, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la machine fasse, puisqu'elle a été construite dans un but, qu'elle soit non discriminante, équitable. Et pour cela, je fais souvent le parallèle avec des médicaments. Certains médicaments n'interagissent pas avec nous de la même façon. Mais quand vous achetez un médicament, vous avez une note qui vient des concepteurs ou des sociétés qui les ont faits, qui décrivent quels sont les effets secondaires, quelles sont les posologies à prendre. Et je trouve que cette métaphore est assez intéressante dans le sens où c'est un contrat, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a un équilibre à trouver et une utilité pour chacun. Du coup, si on a à peu près la posologie, les risques, c'est un contrat et on accepte de les utiliser. Je pense qu'on aura plus confiance dans ces différents outils dès lors qu'on les aura mieux expliqués, que les personnes auront pu les expérimenter et qu'on aura cette stratégie d'empowerment, c'est-à-dire de dire que ces objets ne sont pas neutres. On peut leur donner des capacités de rendre les gens plus en compréhension de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est très important d'être donc plus transparent et d'ouvrir ces systèmes pour éviter une cassure dans la société qu'on voit en ce moment entre les gens qui savent. Vous avez vu énoncer tout à l'heure que 16% pensaient qu'il y avait des risques et 84% pensaient qu'il y avait des opportunités. Nous sommes donc là, pas dans le monde réel, parce que cette balance est beaucoup moins claire. Et je pense que là, il faut faire attention. Il y a l'autre sujet de la souveraineté numérique. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné cette possibilité de participer à cette table ronde et je vais continuer de répondre à vos questions. Mais c'est essentiel, politiquement parlant, et je remercie aussi le fait qu'il y ait des politiques autour de cette table, de comprendre que ces impacts sont extrêmement importants dans la société. Et c'est en cela que je rejoins le premier discours. Merci beaucoup. Vous avez parlé de plusieurs sujets. Nous allons revenir à la souveraineté numérique, pas seulement à la composante économique, mais aussi à la composante sociétale. Souveraineté numérique, cela veut dire que dans les 10, 15, 30 ans à venir, nous voulons continuer à vivre en conformité avec les valeurs éthiques que nous défendons. Nous ne voulons pas être tributaires des valeurs des autres. C'est un sujet très important, très intéressant. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais permettez-moi de poser une question d'ordre technologique. Vous dites qu'au fond, qu'il y a deux aspects. Premier aspect, il s'agit d'un outil que nous devons utiliser d'une manière ou d'une autre, mais de telle sorte que l'utilisation soit conforme à nos valeurs et nos idées éthiques. Mais l'outil, en fonction de son design, doit se comporter de façon éthique vis-à-vis de nous. Je voudrais poser une question à Hans Christian Bos. Vous connaissez parfaitement bien cette technologie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une attente que nous pouvons formuler à l'égard d'une technologie pour que cette technologie s'attende en termes de design de telle sorte qu'elle soit conforme à nos idées éthiques? Ou est-ce que ce n'est pas à l'utilisateur de l'outil qui respecte les normes éthiques? Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il faut se demander qui utilise ces systèmes. Ce sont des systèmes autonomes. Là où ces systèmes sont réglés, créés, entraînés, c'est là aussi où on détermine d'avance le type de comportement de cette machine. Il faut évidemment veiller à ce que ces machines soient entraînées de telle sorte qu'elles agissent en conformité avec nos valeurs. Mais on essaye toujours à ne pas introduire de préjugés, en fait, de bias dans les machines, sachant qu'il n'existe pas
de comportements non biaisés. Les machines sont entraînées à l'aide des données qui proviennent des êtres humains. On génère des données lorsque les êtres humains interagissent entre eux ou lorsque les machines interagissent entre elles. Dans l'IA, nous voyons le reflet de ce que nous sommes comme société. Si nous entraînons ces machines avec des données très larges, si nous ne les entraînons pas avec des données larges, nous verrons l'apparition de sortes de bulles qu'on voit aussi dans la société. Moi, je mets en doute que ce soit possible de réguler cela d'avance, c'est-à-dire sans créer... je doute qu'il soit possible de créer des algorithmes qui interagissent de façon autonome, mais il faut prévenir qu'il y ait des eco-bubbles. Il ne faut pas que ceci devienne la norme. Madame Allmendinger, vous venez de lever la main directement après l'intervention de Madame de Villiers. Vous vouliez intervenir. Oui, c'est cette métaphore utilisée par Madame de Villiers qui m'a beaucoup plu avec cette note du médicament. Effectivement, c'est une très bonne métaphore. Alors, les hommes et les femmes en Allemagne reçoivent souvent, de façon quasiment automatique, de la publicité dans leur boîte aux lettres concernant les mammographies. On les informe de traitements gratuits, etc. Mais quand il s'agit de nouvelles technologies, d'évolution technologique, nous ne recevons pas ce genre d'informations. Je veux dire par là que nous sommes abandonnés. On nous laisse seuls. Parfois, on peut en informer nos enfants, nos collègues. Peut-être a-t-on la chance de travailler chez un employeur qui permet la formation continue. Mais ce qui manque, c'est la confiance. Mais l'une des conséquences fantastiques de la crise sanitaire du coronavirus, et les gens le disent eux-mêmes, c'est qu'il y a eu une évolution, il y a un lien de causalité quasiment. Quelle est cette évolution? Les personnes ont dû apprendre. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont dû gérer la situation. Et comme ils ont dû gérer la situation, les personnes ont développé une sorte d'empowerment. Ils ont développé eux-mêmes des compétences pour y faire face. Et comment nous devrions distribuer davantage d'informations sous forme de dépliants dans les boîtes aux lettres pour informer sur ces technologies, comme nous le faisons d'ailleurs dans le domaine politique. Donc, c'est un champ en friche, en fait. Oui, il faut aussi chercher l'aide, comme on dit dans la politique sociale. Il faut chercher les informations. Restons, si vous voulez bien, pendant un instant sur ce sujet de la nécessité d'entraîner les personnes. Donc, accroître le degré de perception de l'IA dans le public. Monsieur Mazzella, vous avez conçu un logiciel qui a rendu plusieurs tâches de la vie quotidienne plus simples. Je suppose que vous y avez intégré beaucoup d'intelligence artificielle sans que beaucoup de monde le sache. Donc, vous avez interconnecté des besoins, les possibilités de covoiturage. Vous n'avez pas affiché cela tout en haut de l'écran, que vous avez misé sur l'intelligence artificielle, mais vous l'utilisez tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une bonne approche? C'est-à-dire que les utilisateurs se rendent compte du haut degré de praticité sans vraiment trop mettre en exergue le fait que vous ayez utilisé de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Enfin, on utilise plusieurs technologies. On n'utilise pas que l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que, bon, déjà, dans le mot intelligence artificielle, il y a intelligence. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de mettre intelligence dans l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est un petit peu ça qui peut faire peur à tout le monde. Au final, l'intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance de modèles, c'est du pattern recognition. C'est pas forcément de l'intelligence. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est intentionné dans un sens ou dans l'autre. Et justement, je pense que tout ce dont on discute là, c'est que l'intention de
de l'intelligence artificielle, elle est donnée par nous. C'est nous qui décidons ce qu'on en fait. C'est un outil comme les autres. Donc, c'est vrai que sur une plateforme comme nous, sur Blablacar, il y a beaucoup de technologies qui vont être des technologies de gestion de base de données, de moteurs de recherche, de connectivité. Et puis, il y a aussi de l'intelligence artificielle, enfin plutôt du machine learning, c'est-à-dire juste simplement de la compréhension de ce qui se passe et de l'automatisation de process qui autrement seraient faits par des gens. Mais c'est une partie de ce que l'on fait, donc ça va servir par exemple à modérer des contenus, ça va servir à suggérer des points de rencontre très fréquents, c'est-à-dire quelque part à aiguiller des comportements par rapport à ce qui a déjà été observé dans le passé. Donc, en ce sens, on utilise de l'intelligence artificielle, mais en même temps, ce n'est pas… comment dire, c'est comme toute l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui cherche à reproduire des choses qui existent déjà en étant un petit peu plus efficace. On n'est pas dans du deep learning, on n'est pas dans des choses, des algorithmes qui apprendraient tout seuls. Mais Frau de oui, Laurence, j'ai l'impression que Sie Laurence haben va so ganz intervenir heftig tout mit dem de suite. Kopf geschüttelt. Madame de Veillard, vous avez protesté en quelque sorte. Oui, C'est à parce vous. qu'en fait, moi, je travaille sur des chatbots, donc des machines qui nous répondent en langage humain. Et elles ont un grand pouvoir de manipulation sur nous, ces machines. Qui décide effectivement de les concevoir? Bon, on peut les concevoir à partir de beaucoup de données, et il y a des parties qu'on va pas J'ai pas avoir. dit qu'elle n'avait pas de pouvoir sur nous, hein. J'ai juste dit qu'elle n'était pas intentionnée et que le résultat de ce qu'elles conseillent n'est que le résultat de ce qu'elles ont analysé. Et donc, ça veut dire que c'est nous qui les avons paramétrés. Je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas de pouvoir sur nous. Enfin, c'est deux choses différentes. J'ai dit qu'elle n'était pas intentionnée. Quand je fais des nudges, c'est une stratégie d'incitation à faire. Il y en a partout sur Internet. Bien sûr, donc c'est bien l'humain. C'est bien l'humain qui donne l'intention. Mais on est bien d'accord, c'est l'humain qui donne l'intention. La machine qui décide de le faire à certains moments de façon autonome. Elle le fait parce qu'on lui a dit de le faire. Elle peut le faire de façon… Darf ich noch mal ganz kurz Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Dû au fait qu'on se trouve dans un environnement technique avec la traduction simultanée, c'est très difficile d'agir très directement, ça fonctionne seulement dans la langue maternelle. Donc, vous pouvez discuter entre vous en français, mais le côté allemand a beaucoup de problèmes d'intervenir ici. Pour les interprètes, ce serait mieux de faire une après l'autre pour leur donner les possibilités de traduire tout ce que vous dites. Bon, Madame Nuy, votre point, et après, Frédéric Mazella, votre réponse. Christian Boss a aussi signalé qu'il voudrait intervenir, donc il faut vraiment faire l'une après l'autre, l'un après l'autre, sinon ça marchera difficilement. Merci. Je voulais juste dire que ce sujet d'interaction humain-machine conversationnelle va être prégnant dans le futur du travail. Je travaille dans le GPAI, Global Partnership on AI, qui est construit grâce à des collaborations internationales, 15 pays, dont l'Allemagne, la France, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. Et il y a 4 grands champs sur lesquels nous travaillons, sur l'éthique et l'IA, la gouvernance des données, sur les innovations, et je suis impliquée dans celui qui est au sujet du futur du travail, Future of Work. Et dans cette partie-là, j'ai pris la décision de travailler sur l'interaction, l'intimité avec les machines, et comment celle-ci pourrait vous influencer de telle manière à ce que le mérite dans le travail soit différent, de la manière que la responsabilité soit plus la même, on soit désengagé parce que les décisions sont prises par les machines. Et là, même si ce n'est pas direct l'intention de la machine, l'effet sur le travailleur qui va être proche de la machine peut être assez important pour qu'on parle effectivement d'éthique. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé d'éthique, c'était éthique by design, avec l'idée qu'on avait des audits, qu'on évaluait dans le temps long, ce qui se passait sur les usages et comment ça pouvait transformer finalement les attitudes des gens en fonction des machines, et notamment, je vous dis, dans cette conception autour du travail, où on aura beaucoup de cas comme ça dans le futur. Frédéric Mazella. Oui, si en fait, je pense qu'il y a juste eu une confusion sur mes propos quand je parlais d'intentionnalité. En fait, je parle d'intentionnalité, je ne parle pas d'effet. Effectivement, que les décisions prises par les machines dans le cadre de l'intelligence artificielle ont un effet et ont un pouvoir sur nos comportements. Ce que je voulais dire, c'est que ça reste des machines et que ce ne sont pas elles qui décident d'une intention de départ. C'est nous qui décidons soit de lui donner plein de données à analyser qui en fait reflètent un certain comportement, soit qui décidons de l'autoriser à analyser tel ou tel paramètre. Par exemple, je sais que nous, chez Blablacar, on s'interdit de mettre dans les paramètres de décision, ne serait-ce que est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme.
Donc, on ne donne même pas l'information à l'outil d'intelligence artificielle pour qu'il ne fasse pas de biais en ce sens. Donc, en fait, c'est nous qui décidons la nourriture qu'on donne quelque part à l'intelligence artificielle. Et après, donc, ce que je veux dire, c'est que la machine elle-même n'a pas d'intentionnalité propre. Par contre, si nous, on lui donnait des paramètres qui viendraient la nourrir pour faire des biais d'interprétation et des biais de paramètres à analyser, on pourrait créer des discriminations. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, in fine, c'est quand même nous qui avons la main sur ce logiciel, même si quand la décision est prise par la machine, ça a un effet sur les hommes et les femmes. Ja, aber die Frage, bevor ich sozusagen zum Mais la question, avant de passer la parole à M. Boss, encore une fois, le fait c'est que la machine n'est pas intentionnée, elle n'est pas mauvaise ou prend pas des décisions mauvaises. Par contre, la machine vit sur la base des algorithmes, des données qu'on lui donne. Et ça peut créer également des biais. Et la question reste des deux dimensions. Est-ce qu'il y a des manipulations ou des possibilités de manipulation mal intentionnées? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des biais qui sont créés parce que c'est pas une intention, mais ça arrive comme ça, mais ça peut être une coïncidence, c'est le design, la conception du système qui arrive à ça, et si on n'est pas assez attentif, certaines valeurs peuvent être perdues parce qu'on n'a pas fait attention. Bon, Frédéric a déjà dit des choses importantes parce qu'en fait, c'est exactement ce que nous on donne des paramètres, on donne quelque chose à la machine pour décider. Ben, c'est très difficile de faire un algorithme sur la base d'un biais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais le biais humain qui est transféré, ça marche très bien par le biais des données. Mais je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de discuter ça, parce que ce sont des gens qui sont... on voit ça tout de suite. C'est la quantité des données qui est très importante. La machine qui a été... mis en mesure d'apprendre sur une grande quantité de données va mieux fonctionner. Donc, marketing, la fonction du marketing, c'est de convaincre un individu d'acheter quelque chose dont elle ou il a besoin. Et on fait ça de manière psychologique, on implante ça dans le cerveau de manière très intelligente. Et la même chose se passe quand on utilise un algorithme pour propager des nouvelles ou des produits. Ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est juste le fait qu'on a des capacités en tant qu'humain de vraiment manipuler un être humain, d'utiliser des émotions, et ça, c'est communiqué à travers la machine. Et si on veut discuter de cela, il faut plutôt discuter, est-ce que nous, êtres humains, est-ce qu'il faut vraiment retrouver notre sens propre, notre raison, parce que le fait d'influencer les autres, c'est pas quelque chose qu'on peut interdire, c'est dans la nature de l'être humain, c'est dans la nature de l'individu. Est-ce qu'il faut plutôt demander que quelqu'un qui exerce une influence, et c'est plutôt l'homme et pas la machine, que cette personne donne des raisons pourquoi elle ou il a raison? Mais c'est très difficile quand on parle de l'intelligence humaine ou la raison, le défi devient insurmontable, parce que ça, c'est très... Mais on ne peut pas dire que la faute, c'est avec la machine. Donc, ça, c'est vraiment le fait que, effectivement, c'est un problème sociologique de la société. C'est plutôt la question. C'est pour ça que Mme Almenting j'aimerais bien prendre ce point, M. Boss, permettez-moi, mais ce qu'on a en tant qu'intelligence artificielle, ça a existé ailleurs différemment. C'est pas vraiment une nouvelle qualité, mais c'est la quantité qui est différente. Donc, le scaling qui a changé. Donc, ce qu'on peut faire en tant qu'être humain peut être fait plus vite, plus grande et avec d'autres dimensions. Est-ce que c'est vrai de manière psychologique ou est-ce que c'est une nouvelle qualité? Non, ça c'est juste une nouvelle échelle, et ça me mène à la question comment contrôler le développement et les développeurs. Quelles sont les normes éthiques qu'il faut utiliser? À mon avis, ça n'a pas suffisamment été développé. Et puis, quand on dit que les données sont seulement un développement de la société, comment développer une société de manière, et après, il faut définir ça de manière normative pour avoir une bonne société, de la recherche
sociale, on sait que les sociétés diffèrent énormément selon la confiance qui existe, les types standards qu'on a dans la tête envers les autres. On peut avoir plus de stéréotypes ou d'autres envers certaines personnes. Ça, c'est pour moi la question principale et c'est vraiment une question aux autres panélistes. Est-ce qu'on voit, quand on regarde ça au niveau de la société à travers les différents pays, que les stéréotypes, et comme on les connaît des sciences sociales sur la base des données artificielles, que ça a été reflété par les systèmes de machines. J'aimerais revenir à la comparaison avec les différents pays. D'autres pays, on va aussi parler de la souveraineté digitale, mais je voudrais utiliser cette possibilité d'aborder un autre point. La question, en quelque sorte, où est-ce qu'on se trouve concernant la technologie avec l'intelligence artificielle en Europe? La question, si on est capable de concevoir des choses est directement liée au fait si les technologies deviennent de chez nous ou si ils viennent des domaines juridiques ou des pays qui ont toute autre compréhension concernant les standards ou des valeurs. Donc, la question à vous, Monsieur Mazzala, où est-ce qu'on se trouve avec la technologie? Où est-ce qu'on est en Europe? Ça veut dire on a des domaines de technologie entiers. Si on veut être mal intentionné, on n'a pas compris assez vite où on était. On a dormi un peu trop longtemps. Il y a des plateformes, il y a des grands géants Internet. Les acteurs, les grands acteurs se trouvent dans d'autres industries nationales, d'autres pays, pas en Europe. Et la question, est-ce que c'est trop tard déjà pour l'intelligence artificielle ou est-ce que l'Europe a encore la possibilité de prendre le train à temps en offrant des composantes clés ou de corps qui sont utilisés au niveau mondial. Et deuxième question, on investit, le commissaire l'a indiqué tout à l'heure, on investit énormément de fonds financiers dans la recherche, y compris la recherche sur l'intelligence artificielle. Et donc la question appropriée, pourquoi les grands acteurs ne se trouvent pas encore chez nous, n'ont pas encore été créés chez nous. Peut-être la recherche ne joue pas un rôle tellement important, peut-être ce sont d'autres capacités qu'il faut utiliser, peut-être les marchés sont différents. Donc la question à vous tous, Frédéric, vous pouvez peut-être commencer après Monsieur Beauce. Oui, je pense que en fait, déjà, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'on est un petit peu en retard. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas pris suffisamment au sérieux il y a une vingtaine d'années le virage Internet. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Hein. Je pense qu'on a peut-être été un peu frileux, on a eu peur d'une première bulle, mais on n'avait pas vraiment vu les effets long terme extrêmement puissants qui étaient quand même derrière. Certes, il y a eu une bulle de spéculation sur Internet, mais c'était juste une anticipation d'un énorme effet qui a mis un petit peu plus de temps à se dérouler que ce que les marchés auraient voulu, mais c'est quand même venu après. Et donc, nous, je pense qu'on a pris cette bulle comme une interprétation un petit peu de travers, c'est-à-dire qu'on s'est dit que finalement, il n'y avait peut-être pas grand-chose derrière. En fait, on se trompait complètement. Il y avait quelque chose de très, très gros, mais qui avait été trop anticipé. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'effectivement, il se passe la même chose avec l'intelligence artificielle, parce qu'on peut perdre une fois, mais on ne peut peut-être pas perdre 2 ou 3 fois, quoi. Donc là, il y a 2 choses importantes. C'est évidemment, et en fait c'est très lié, sont les données et l'intelligence artificielle. Alors pour 2 raisons différentes. J'ai envie de dire l'intelligence artificielle, c'est un peu parce que c'est un grand chantier de valeur pour plus tard, de valeur pour le monde et de valeur économique, et les données parce que en fait là on parle de matière, de quelque chose qui n'est pas ou plus la même chose que ce que les territoires ont pu échanger jusqu'à présent en pure valeur économique. Je veux dire, quand on fabrique des pneus ou du textile et qu'on échange ça et qu'il y a une zone qui est comment dire, dominante sur une technologie de production de certains produits, c'est une chose, c'est des produits, mais c'est des produits qui n'ont pas d'âme, c'est des produits qui transportent rien. Mais quand on commence à avoir des zones qui savent produire des technologies, qui savent stocker, comprendre, interpréter des données, et que ces données-là
ce sont ce que pensent, ce que disent, ce que font et comment se sentent au niveau santé les concitoyens, on ne parle plus du tout de la même chose. C'est-à-dire que les matières qui sont échangées, ce n'est plus du tout de la matière inerte, neutre, qui n'a pas d'impact sur nos vies, c'est nos vies. Donc là, on touche une autre dimension qui, au-delà de la valeur économique que peuvent représenter les données et de la nécessité d'avoir un accès à ces données-là pour pouvoir les utiliser, notamment en intelligence artificielle, on touche à quelque chose qui atteint directement la souveraineté des zones géographiques, c'est-à-dire la possibilité d'être en contact et de protéger ses propres concitoyens. Donc, il y a deux enjeux très, très forts autour de la donnée et autour de l'intelligence artificielle qui sont à la fois économiques et de souveraineté. Hans-Christian Boos. Ja, ich möchte es viel drastischer ausdrücken. Wir haben, Je voudrais être un peu plus drastique dans mon propos. On a vraiment raté le train en ce qui concerne l'Internet parce que c'était vu comme une spéculation, comme Frédéric a dit. On ne va pas faire pareil au niveau de l'intelligence artificielle à cause de ça, donc de la recherche. On a beaucoup de recherche, donc on ne veut pas être frustré ici. Chacun qui veut faire quelque chose doit d'abord passer 80% de son temps de donner des arguments pour expliquer pourquoi ce qu'il fait n'est pas mauvais. Google ou Facebook ne peuvent pas être créés chez nous pour la raison très simple parce que les conceptions à long terme manquent. Quand on va avoir un investissement ici, quelqu'un veut avoir un succès, une réussite dans les 3 ans à venir. Regardez Google, on voulait les vendre 2 fois déjà et aujourd'hui on ne peut plus les vendre. Donc ça, c'est quelque chose qui manque complètement ici. Donc, la raison, c'est les marchés, la société, la perception dans la société également. Dès qu'on a des ambitions très larges ici, il faut avoir une réussite tout de suite ou les gens commencent à rigoler. Et ça, c'est pas très plaisant. Donc, il faut avoir beaucoup de volonté personnelle, individuelle, d'avoir d'un projet comme ça et des ambitions ici qu'ailleurs. Et ça crée un biais différent. En Chine, tout est fait sur la base de la cohérence de la société. On peut faire ce qu'on veut si ça peut avoir une valeur plus tard. Aux États-Unis, c'est le profit qui est la maxime primordiale, mais on peut faire ce qu'on veut. Et le marché vous donne du bénéfice tout de suite. Ici, on veut avoir quelque chose sur la base de la solidarité, etc. C'est génial, c'est pour ça que je suis venue en Europe, mais il faut aussi comprendre que des gens qui osent faire quelque chose et la marge de manœuvre pour vraiment développer quelque chose à long terme. Bien sûr, les États financent la recherche, mais ce qu'il nous faut ici, c'est un peu la reconnaissance du courage qu'il faut pour travailler là-dedans. Madame de Villiers, ça semble être un peu l'idée qu'on n'a pas vraiment des problèmes faits. Les financements, la recherche, tout existe, tout est disponible, tout est possible. Mais ceux qui sont innovateurs, chez nous, ils trouvent des barrières culturelles qu'il faut d'abord surmonter, un inconvénient culturel qui est plus fort en Europe que dans d'autres économies nationales. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme ça? Oui, mais enfin, moi, je travaille beaucoup avec le Japon et avec l'Allemagne. J'ai des projets avec eux. J'ai expliqué aussi ces sujets d'éthique dans un livre qui s'appelle « Les robots émotionnels ». Et je suis tout à fait d'accord avec vous que notre culture est moins friande de tous ces objets et de toutes ces créativités, de toute la créativité qu'on peut avoir avec l'IA. Maintenant, je trouve aussi qu'on a des startups extraordinaires, on a des grands groupes qui sont forts et au milieu, il manque ces moyennes entreprises, en tout cas en France. Hein, en Allemagne, je pense que c'est très différent. Il y a le terreau industriel est beaucoup plus préservé. En France, on a un accent à donner sur les entreprises qui atteignent 500 personnes ou même 100 personnes. Il y a eu des belles réussites comme Aldebaran Robotics, par exemple, qui faisait un petit robot et qui est souvent number one un peu partout et qui est maintenant
japonais, on a d'autres licornes en robotique. Je crois qu'il faut absolument se demander quelles sont les stratégies à adopter. La recherche est de pointe, mais on voit aussi qu'on est chassé par tous les géants américains en ce moment, les chinois. On a des ponts d'or si on veut aller effectivement travailler en Chine ou travailler avec les Américains. Donc nos étudiants, les meilleurs, s'en vont. Donc ce sont des sujets réels pour lesquels il faut concevoir que effectivement, il faut redonner une véritable ambition à l'Europe. Et je pense que cette régulation proposée par Thierry Breton et l'ensemble des partenaires européens est une très bonne chose pour arriver à une économie positive, plus dynamique, plus créative avec l'IA dans différents domaines. Ja. Dann die Frage ist, warum gehen beispielsweise Studenten? Warum gehen sie in andere? Pourquoi les étudiantes et les étudiants se déplacent vers d'autres écosystèmes afin d'y mettre en œuvre leurs idées? Pourquoi est-ce qu'ils partent? Je voudrais vous poser cette question, Madame Allmendinger. Est-ce que dans le débat public, le sujet de l'IA a une connotation négative ici ou là? Donc, si par exemple, je suis créateur d'une entreprise IA, est-ce on peut penser qu'on crée quelque chose qui a des séquelles négatives. Certains pourraient le penser. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une entrave à la création d'entreprises, à l'action entrepreneuriale en Europe? Je voudrais y répondre dans un instant. Je voudrais commencer par dire quelque chose à Monsieur Mazzola, à Monsieur Mauss, pardon. Je voudrais compléter son propos et y souscrire. Nous, dans le système éducatif, nous avons raté le coche en ce qui concerne cette technologie. Puis nous avons en Allemagne ce système de la formation par alternance, formation professionnelle par alternance, mais le système a été mis en place trop tard et nous avons des entraves énormes pour ceux qui changent de métier, qui veulent changer de carrière, de métier, de profession. Nous devons leur ouvrir cette formation en alternance également. Puis, il faut trouver des personnes qui soient disposées à investir avec du capital risque. Nous avons besoin de bailleurs de fonds. Et il persiste en Allemagne des préjugés énormes. C'est parce que dans la formation continue, dans les universités, les jeunes et les gens en formation sont trop détachés de ces nouvelles technologies, trop déconnectés. Je pense à l'Institut de Oxford Internet Institute. Il nous débauche beaucoup de personnes. Il y a 4 ans seulement, nous avons créé l'Institut allemand pour l'Internet et la société. Là aussi, nous nous sommes lancés beaucoup trop tard et maintenant, nous sommes très pressés pour rattraper le train, pour sauter dessus. Mais quels sont les enseignements qui nous en tirons? Quelles sont les leçons à tirer de cette offensive éducative trop tardive? Et là, je pense qu'il y a pas assez de disponibilité à faire quelque chose pour rattraper le retard. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que ces entreprises sont regardées de manière condescendante? Non, je ne connais aucune étude qui le prouverait. Je voudrais cependant mettre quelque chose en exergue et je renoue avec ce que j'ai dit au début. Nous constatons qu'il y a une... Nous constatons que les employés jugent mal l'évolution des produits d'intelligence artificielle. 90% de ces personnes, de ces employés ne se sentent même pas menacés par cette révolution technologique. Lorsqu'on fait un sondage, lorsqu'on pose la question, ces personnes interrogées sous-estiment les transformations technologiques. Ils ont une image complètement irréaliste de l'évolution technologique. Et parmi certains individus, cela provoque une sorte de rigidité de comportement. On ne bouge plus, on reste immobile, on ne s'adapte pas. D'accord. Donc, cela voudrait dire qu'il serait important de renforcer la sensibilisation à ces technologies, à former davantage, parce que cette rigidité, cet immobilisme dont vous parlez est plutôt quelque chose de négatif. Effectivement, ce à quoi vous faites allusion est super intéressant pour moi. Quelle est la
pas seulement la perception dans la société, mais la question de savoir où trouver les causes de cette évolution dans notre système d'éducation, par exemple. Prenons le land de la Sarre en Allemagne. Nous voulions nous lancer très tôt dans le système éducatif avec le sujet du computing. Cela devrait devenir une discipline, une matière comme le calcul, la lecture ou le raisonnement logique. Je pense que c'est un très grand défi qui aura pour effet que ces technologies devront développer davantage chez nous. Ah, pardon, je vous ai interrompu. Où est-ce que je peux intervenir? Non, vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Ce ne sont pas seulement les technologies, c'est aussi l'équipement en terminaux. Souvenez-vous, on a pris beaucoup de temps pour que les écoles acceptent le pacte numérique allemand. Et permettez-moi de le dire, mais il y a beaucoup d'arrogance là aussi. Je suis membre de la commission d'experts et de l'innovation et de la recherche. Il y a 6 ans, par exemple, nous nous sommes rendus dans plusieurs écoles chinoises et dans les établissements pour les enfants, même les enfants en bas âge ont utilisé des tablettes. Et quelle a été la réaction des Allemands? Ah, comment est-ce qu'on peut empoisonner l'enfance et la jeunesse de ces enfants chinois, ces pauvres? Oui, c'est peut-être là où réside un défi. C'est sûrement aussi un enjeu culturel, car nous avons un peu de mal à gérer ces innovations de rupture. C'est vrai. En ce qui concerne l'IA, je voudrais vous demander où il y a de meilleures conditions générales pour les épanouir. Madame de Villiers parlait des étudiants et beaucoup de créateurs aux États-Unis sont des Allemands. Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'ils créent des entreprises là-bas et en Chine et pas en Allemagne? Et en Chine aussi, c'est très, très intéressant. Je voudrais vous donner un exemple. Monsieur Speich y a fait allusion. Qu'en est-il des radiographies, par exemple? Là, on crée des ordres de grandeur tout à fait différents. Tout au long de son parcours, un médecin peut peut-être avoir consulté 10 000, 20 000, 30 000 radiographies et en tirer des analogies. Une IA peut exploiter 100 milliards peut-être, ou 200 milliards de radiographies. C'est un autre ordre de grandeur. Mais quelles sont les conditions préalables pour avoir accès à ces données, pour pouvoir les développer? Donc là, en Allemagne, en France, en Europe, comment dire, il s'avère beaucoup plus difficile de travailler ainsi en raison des exigences réglementaires en termes de protection des données à caractère personnel. Je voudrais vous poser une question. Monsieur Mauss, est-ce que nous devrions améliorer les conditions de départ pour les créateurs d'entreprises ou avons-nous besoin de davantage de capital risque pour faciliter les créations aux créateurs? L'accès aux données n'est pas aussi difficile comme on le pense. Quand on a un mauvais avocat, bien sûr, on lutte contre les affaires juridiques, mais sachez que le RGPD n'est pas une loi qui veut entraver les évolutions. Nous sommes plutôt pas très avancés pour la création de données. Google et Facebook ont combien d'années ont-ils mis pour développer cela? C'est une question d'attente et de long terme. Pourquoi est-ce que les étudiants partent? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais peut-être clarifier mon propos. Où qu'ils se rendent, ils ne passent pas l'intégralité de leur temps pour justifier devant les autres, pour expliquer pourquoi ils connaissent ces technologies, pourquoi ils partent. Dans certaines réunions, des jeunes de 20 ans m'ont demandé, n'ont pas demandé où se trouve l'IA, non, on passe seulement son temps à se justifier. En Europe, nous avons un problème. Nous essayons sans cesse d'appliquer un contrôle par la transparence. Est-ce que nous n'avons pas besoin de faire davantage confiance aux chercheurs? Nous les enchaînons quasiment. Pour chaque projet, ils doivent se justifier. Chaque trimestre, ils doivent expliquer à ceux qui ne savent rien de leur recherche pour leur expliquer ce qu'ils font.
si on a trouvé un chercheur, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les ressources financières pour 3 ans sans les agacer davantage? Si les créateurs de start-up passent tout leur beau temps à se justifier, comment est-ce qu'ils peuvent développer une assurance pour dire que nous avons le meilleur produit? Oui, il y a un fossé là entre la France et l'Allemagne. Le soutien centralisé en France est mieux organisé. En Allemagne, par contre, on essaie toujours d'être politiquement correct. On n'ose pas dire qu'on préfère une région à l'autre parce que cela suscite beaucoup de discussions. Même si les meilleurs créateurs se réunissent dans un bled allemand, pourquoi pas? Pensez-vous vraiment, Monsieur Mousse, est-ce que vous parlez de transparence ou de confiance? Pour moi, la transparence crée la confiance. Mais je comprends le problème, mais je ne sais pas si vous l'avez bien exprimé en termes sémantiques. J'ai l'impression que nous cherchons toujours à créer de la confiance grâce à la transparence. Mais ce n'est guère utile, car si nous donnons de la transparence à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui doit être rendu transparent, parce que cette confiance humaine de base, c'est ça qui compte beaucoup plus. Dans les algorithmes, chez les influenceurs qui prédominent tous nos médias, etc., ces gens se basent exclusivement sur la confiance humaine. C'est effectivement un défi. Je vais revenir sur ce sujet dans un instant. Je pense que c'est un enjeu culturel. C'est une question culturelle. Comment gérons-nous le contrôle et les ressources financières publiques? Comment faut-il facturer certains projets? Il existe là de grandes différences. Les grands contrôles et la transparence ne génèrent pas, dans tous les cas, davantage d'efficacité ou davantage de confiance. Mais je voudrais poser une question concernant les conteneurs de la collecte de données. Cela n'a pas été fait, mais il y a certainement une cause culturelle. Il y a 20 ans, il y a 25 ans à peu près, le mot d'ordre, c'était « soyez économe en données ». On cherchait activement à se passer de données, à y renoncer, et cela a eu pour effet que dans plusieurs secteurs, il y a aujourd'hui une pénurie de données qu'on pourrait utiliser, tandis que dans d'autres économies, ces données ont été engendrées et sont disponibles aujourd'hui. Madame la professeure de Villiers, plus de confiance, moins de transparence et moins de contrôle, selon vous? Oui, moi je pense qu'il faut revenir sur cette idée de données et de collecte de données et de transformation de données. À l'heure actuelle, on a par exemple en France une défiance à donner des données de santé. Alors c'est comme ça que c'est interprété dans les médias, parce qu'il y a une plateforme qui est une plateforme américaine pour supporter les données, même s'il y a toute la cybersécurité qui est là, les gens n'ont pas confiance en ça. Et je pense qu'il y a un mismatch, c'est-à-dire qu'on donne confiance aux géants du numérique parce qu'on donne nos données, c'est un paradoxe, sur Internet, sur notre mobile, dans tout un tas d'outils sur Internet et sur notre mobile qui sont des outils américains qui ne protègent pas nos données et on fait confiance. Et par contre, alimenter une base de données commune qui servirait finalement à trouver des bénéfices en médecine, là, on ne fait pas confiance. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe terrible. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les hôpitaux ne donnent pas facilement leurs données, non pas pour des questions de RGPD, non pas pour des questions d'ordre peut-être de vouloir garder les informations pour faire eux-mêmes des publications, mais pour un autre ordre qu'on ne voit pas assez, c'est que les données sont très hétérogènes et sont très complexes en fait à mettre ensemble. Et même si on fait des plateformes, il faut compter sur la transformation des données. Et ça, les Américains le savent, les Chinois aussi. Ils ont des structures, ils ont des industries qui font de la transformation de données pour la mettre ensemble. Et nous n'avons pas compris peut-être que cet élément-là est fondamental si on veut agréger des données.
il y a des transformations à faire qui coûtent cher. Les hôpitaux eux-mêmes ne peuvent pas prendre, surtout en ce moment, en temps de pandémie, par exemple, n'ont pas l'accès à la transformation. Ils n'ont pas le coût, les gens présents pour faire cela. Et aux États-Unis, en fait, on achète les données à des hôpitaux, des industriels privés vont faire ça, et transforment les données et ensuite les vendent à d'autres personnes, les chercheurs, et même je pense que des Allemands et les Français achètent des données aux États-Unis pour faire de la recherche dessus, parce qu'elles ne sont pas accessibles facilement dans nos pays. Vous voyez, donc il y a une espèce de paradoxe et de trame sur la collecte, vous avez raison d'insister là-dessus, et sur la mise en standard pour pouvoir l'utiliser avec de l'IA, qui est essentiel à comprendre. Donc, il faut tracer en fait la continuité et comprendre bien où est-ce qu'il est nécessaire d'appuyer et de donner un peu d'argent ou pousser des structures à faire cela en France, en Europe, en général, en Allemagne. Je ne sais pas comment est ce système de santé en Allemagne. Ich würde gerne noch mal ein Stück weitergehen. Je voudrais aller un pas plus loin et revenir à cette question qui a été posée au début du débat et par l'un des orateurs précédents, la question de la souveraineté numérique et de son importance. Frédéric Mazzella a effleuré ce sujet. Il disait qu'il y a deux aspects de cette souveraineté numérique. La souveraineté économique, c'est-à-dire que nous voulons créer des structures, des grandes entreprises, des groupes qui puissent créer de la richesse pour l'avenir. Deuxièmement, c'est ici aussi en Europe que nous voulons implanter des technologies, les produire pour que nous créions une certaine latitude d'action pour nous-mêmes. C'est-à-dire que pour que ces technologies puissent être produites en conformité avec nos valeurs européennes. Non? Et puis, cela me suscite une question, en fait. Est-ce que nous sommes bien prémunis pour cela? Est-ce que nous sommes bien équipés? Bon, c'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais je songe au marché intérieur. Nous sommes face à un défi. L'IA est une technologie qui ressemble un peu à un logiciel et où les coûts marginaux sont presque zéro. Le numéro 1 a de bonnes chances pour évincer les autres du marché, de les éclipser. Donc, c'est un grand défi pour créer un marché équitable, dit équitable. Alors, si nous sommes dans une situation dans laquelle de nombreuses entreprises sont créées sur des marchés qui ont des marchés domestiques énormes, États-Unis, Chine, de grands marchés intérieurs, d'accord, où ces pays ont vraiment une bonne possibilité pour avoir des coûts marginaux à zéro, pour les réduire à zéro. Mais nous, du côté européen, bon, je schématise un peu, mais depuis quelques décennies, nous avons un marché unique, un marché intérieur. Mais rentrons dans les détails. Je vous cite l'exemple franco-allemand. Si je traverse la frontière à quelques kilomètres de chez moi, à Saarbrück, je vais dans un carrefour. Je regarde la gamme de leurs produits, Carrefour. Et puis, je rentre chez moi, en Saarbrück, et je vais dans un magasin Rewe. Et j'y trouverai des catégories de produits différentes. Les références sont différentes. Mais aux États-Unis, ce n'est pas ainsi. Que je me rende dans un magasin à New York, au Dakota du Sud, la gamme des produits de ces magasins sera très similaire. Donc, une question que je voudrais poser à Frédéric Mazzella. Est-ce qu'il en va de même au niveau du numérique? Est-ce qu'au niveau du numérique, nous avons du moins un marché unique européen, un marché intérieur numérique avec une bonne solution de commerce électronique, avec une bonne solution IA fabriquée en France? Est-ce que cela me permet de desservir le marché allemand, le marché italien, le marché hongrois, comme je pourrais le faire si j'avais développé une solution à New York pour servir l'intégralité du marché états-unien? Frédéric? Oui, j'ai envie de dire, au niveau des standardisations, il n'y a pas que dans l'IA qu'on a quelque part un problème. Il y a d'autres problèmes. Enfin, quand on crée une société, nous aujourd'hui, Blablacar est présent dans 22 pays, dont une grande partie en Europe. Bon, créer le service dans différents pays européens, c'était presque comme créer des nouvelles sociétés à chaque fois. C'est-à-dire que l'exemple que je prenais, c'est que créer une société depuis le territoire américain avec 300 millions de consommateurs sur un seul marché qui, pour le coup, est assez unifié, c'est comme courir un 100 mètres. Et créer une société depuis la France et vouloir l'étendre sur l'Europe, c'est comme courir un 110 mètres haies. À chaque fois qu'on a un nouveau pays,
il faut qu'on se conforme à des nouvelles manières de faire, des nouvelles TVA, des nouvelles lois du travail, des nouvelles, parfois même monnaies, des nouvelles unités, des standards différents. Ce qui fait, et en plus, alors après, s'ajoute à ça, quand je parle des lois du travail, il y a même, ne serait-ce que aussi la répartition de la valeur créée. Quand on est une start-up ou scale-up qui est en pleine croissance, l'énergie pour livrer un produit nouveau, on la tire évidemment, comme toutes les sociétés, mais là c'est particulièrement exacerbé dans le cas des scale-up, on la tire de tous les collaborateurs. Ce qui est très important, c'est de réussir à formuler, créer et diffuser la mission au sein de tous les collaborateurs qui ont envie, qui n'ont qu'une seule envie, c'est que tout marche. Sauf que quand les Américains peuvent utiliser des outils notamment de partage de valeur créée, parce que la valeur est assez grande, la valeur créée par ces sociétés-là, quand ça marche bien, eh bien, elles distribuent la valeur énormément, puisque tout le monde a des parts, des actions dans la société. Donc, on arrive à motiver tout le monde en leur disant, bon, vous avez un salaire parce qu'on s'est équilibré correctement, mais aussi, si ça marche, vous savez, vous pouvez avoir des actions qui valent 2, 3, 4 fois votre salaire. Eh bien, quand on arrive à faire ça, on arrive à galvaniser tout le monde et avoir beaucoup d'énergie. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'arrive même pas trop à faire ça parce qu'il n'y a pas deux schémas de distribution de stock options dans des pays européens qui sont les mêmes. Il y a des taxations qui sont très différentes, il y a des méthodes d'octroi qui sont différentes, il y a parfois des taxations qui interviennent à l'octroi, d'autres qui interviennent à la distribution, d'autres qui interviennent à la revente. Donc, en fait, ça rend le truc extrêmement compliqué quand vous avez une compagnie qui a toutes ces nationalités-là auprès de ses employés et que vous devez motiver tout le monde. Ben, dès que vous allez distribuer des parts, et nous, chez Blablacar, on a 100% des employés qui ont des parts de Blablacar, mais c'est un enfer administratif et juridique à configurer parce qu'il n'y a pas deux personnes qui sont traitées de la même manière. Et quand on dit on va distribuer des stock options, bon, ben, vous avez le Polonais qui dit ouais, mais alors moi, ça veut dire ça. L'Anglais qui dit bah ouais, mais moi, tu vois, là, ça ne m'arrange pas parce que je suis taxé tout de suite dès que tu distribues les parts. Le Belge qui dit autre chose, le Français qui dit autre chose, l'Allemand qui dit autre chose. Enfin, ça fait que. Enfin, je suis désolé, hein, j'ai dérivé par rapport au sujet de l'IA, mais j'ai envie de dire, au niveau standardisation, notre problème, il n'est pas que au niveau de l'IA, il est au niveau d'autres choses aussi. C'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure, pourquoi on n'arrive pas à créer des géants comme Google, c'est aussi parce qu'on n'a pas uniformisé d'autres process. Alors après, je vais juste répondre sur un autre point, parce que le sujet a été levé tout à l'heure au niveau des talents. Quand on disait pourquoi est-ce qu'on a des Français ou des Allemands qui partent aux États-Unis, parce que les États-Unis ont réussi à les attirer. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer les conditions qui font que les gens intelligents et libres et volontaires et qui ont envie d'aller créer de la valeur et créer plein de choses, ils se disent « tiens, c'est là-bas que ça va se passer parce qu'en plus, ils sont en avance et ils me laissent le faire ». Donc, c'est à nous de créer ces conditions-là. C'est à nous de faire rêver suffisamment de gens, non seulement les nôtres, enfin les gens qui habitent chez nous, mais aussi les gens qui habitent ailleurs. Et donc, justement, par rapport à cela, je pense que c'est doublement important. On a parlé des raisons pour lesquelles c'était important de se focaliser sur l'intelligence artificielle, mais c'est encore plus important de le faire dans cette perspective-là pour pouvoir attirer les talents de demain. Les talents de demain, ils ne vont pas s'intéresser aux technos des années 90. Ils vont s'intéresser aux technos de demain. Donc, il y a intérêt à aller mettre le paquet sur les technologies de demain pour justement les attirer. Et alors, il y a deux manières de le faire, non seulement sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur tout ce qui est responsabilité. Et donc, je pense que là, on a une carte à jouer parce qu'en Europe, enfin en tout cas, moi je le vois depuis la France, on crée maintenant des sociétés, y compris des très grandes, qui ont dans leur ADN les valeurs européennes, qui pour le coup vont chercher bien loin, qui sont une force, je pense, justement, dans un monde qui essaye d'accélérer et qui essaye d'avoir de la valeur plus rapidement. Et on voit des sociétés qui naissent depuis l'Europe, qui ont un ADN qui est différent des sociétés américaines. Alors, je pourrais parler de Blablacar, mais il y en a plein d'autres. Parce que Blablacar est né en France, ça existe très fortement en Europe, ça n'existe pas aux États-Unis. Quand je vais aux États-Unis et que je parle de Blablacar, on me dit « Ah, so you're like Uber ». Je dis, bah non, ils ne sont pas comme Uber parce que nous, c'est des gens normaux qui partagent leur voiture comme toi et moi. Ce n'est pas des chauffeurs d'un côté et puis d'autres qui se font transporter de l'autre. C'est vraiment un échange, c'est un partage. On me dit, ah, so you're like Lyft. Je dis, bah non, non plus. On n'est pas ni Uber ni Lyft. On est quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. Et c'est vrai que pour les Américains, comme Blablacar n'est pas né dans la Silicon Valley, ça paraît dingue. Et en fait, il y a un ADN de sociétés européennes. Je vois pour la France, on a Back Market, on a Insect, on a Ecovadis, on a des sociétés comme ça qui commencent à avoir des valorisations qui dépassent le milliard et qui sont soit en passe de devenir des leaders mondiaux
et qui ont un ADN différent de l'ADN américain. Et ça, on devrait parier là-dessus parce que c'est un facteur d'attractivité justement des talents de demain. Also, das war jetzt ein sehr leidenschaftliches Plädoyer und ich spitze das. C'était un plaidoyer avec beaucoup de passion et je voudrais provoquer encore une fois et reprendre la question, formulée de manière légère. Si on est des grandes sociétés, on peut également exporter en quelque sorte nos valeurs. Ça, pour provoquer un petit peu, on peut revenir là-dessus. Mais avant de faire ça, la question à Hans-Christian Bose. Est-ce qu'on partage cette idée? Est-ce que c'est notre regard, notre défi, ou est-ce qu'on a peut-être un problème qui va au-delà de l'IA, qu'on n'a pas vraiment des conditions de base ici pour créer des grandes sociétés? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire et qui doit faire quelque chose? Ben, je suis complètement d'accord avec ce que Frédéric a dit, surtout là où c'était vraiment émotionnel quand on laisse les gens pas faire. On n'accepte pas qu'ils fassent quelque chose. Et le terrain où on est, où pour chaque pays, il faut recommencer à zéro pour créer des conditions, ça rend les choses extrêmement difficiles, malgré le fait qu'on a ce marché intérieur qui est tellement bien, qui a tellement d'avantages. Et aux États-Unis, il faut vraiment créer quelque chose de nouveau pour chaque État fédéral, mais on peut même quand même pénétrer le marché de manière singulière. Mais on a que des talents qui nous quittent et on est encore en train de s'endormir ici par rapport aux États-Unis. Donc, on est vraiment le pays le plus endormant, le pays le plus endormi en Europe règle le Covid-19 mieux que les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est vu. Il y a 2 semaines, j'avais un étudiant qui a terminé son éducation à Stanford et qui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je vienne ici? Et normalement, ils viennent avec des exigences au niveau du salaire énormes. Et il a dit, il veut avoir un visa pour travailler ici en Allemagne, venir en Allemagne avec sa famille pour travailler ici. Parce que pendant la pandémie, les Américains ont réalisé pour la première fois que les valeurs européennes, quand on s'occupe vraiment de l'individu, ont une valeur importante, énorme. Donc, il ne faut pas discuter tout ça pendant 6 mois jusqu'au moment où ce sera trop tard. Non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ici. Il faut répondre tout de suite et garder les talents ici chez nous. Alors, il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent et qu'on peut saisir. Il faut les saisir, il faut les utiliser, ça c'est important. Mais encore une fois, la question vers Madame Allmendinger. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle, on a entendu ça déjà ce matin, du style européen, IA du style européen? Est-ce que quelque chose comme ça existe? Quelque chose comme une IA qui est basée sur les valeurs européennes, où ce serait vraiment important s'il y a des grandes entreprises qui sont des leaders mondiaux, qui sont compétitifs au niveau mondial, pour qu'ils exportent notre idée, notre conception d'une IA basée sur des valeurs standards. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a ce IA du style européen? Non, ça n'existe pas, mais il y a d'autres experts. Donc, la question pour moi est différente. Est-ce qu'on veut cette approche impérialiste en ce qui concerne l'intelligence artificielle? Je crois que d'autres conditions de base sont beaucoup plus importantes. Et je veux revenir au talent parce que c'est ça mon travail, ma tâche sera genre avec la langue. On enseigne beaucoup trop dans nos langues respectives, anglais, français, allemand. La raison, c'est que les universités sont encore délimitées en ce qui concerne le champ de travail. Quand j'étais à la Harvard Business School, il y avait beaucoup de gens qui sont venus et bien sûr, j'ai dit, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans les entreprises, dans les sociétés. Ils ont reçu, à côté de leur travail, une éducation, une formation universitaire. Chez nous, c'est complètement impensable. On a vraiment des murs qui sont autour des universités, autour des sociétés. Et on avait déjà ce problème en ce qui concerne le Brexit. Il y avait beaucoup de chercheurs, même dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui voulaient venir ici en Europe, sur le continent, parce qu'ils avaient beaucoup de soucis concernant le financement de leurs recherches. Et même là, on n'a pas réagi, on n'a pas répondu de manière adéquate. Et ce sera peut-être pareil pour le reste. On a eu des recrutements du côté de Harvard en ce moment avec l'épidémie et on n'aurait jamais pu se
permettre de faire ça avec le financement, mais là, maintenant, c'est possible parce qu'on peut leur montrer notre culture, la base sur laquelle on peut construire quelque chose. L'Institut Weizenbaum pour Internet et la société étaient très massivement une précondition pour ces gens pour décider qu'ils ont, ensemble avec d'autres chercheurs, ils ne sont pas individualisés en tant qu'exotiques. Et là, c'est très important. Pour coopérer au niveau européen, ici, au moins là, le recrutement des talents, si on arrive à faire ça, on pourrait vraiment faire un pas en avance. Bon, j'aimerais bien revenir là-dessus et arriver au prochain complexe de sujet. La question « laisser les gens faire », c'est lié au fait du niveau de réglementation. On discute beaucoup la réglementation ou la régularisation concernant l'intelligence artificielle. Il faut établir des standards, mais il faut également vérifier l'IA et dire les algorithmes peuvent être utilisés dans le marché seulement quand ils sont certifiés. Juste pour vous donner un exemple, laissez-moi vous donner un autre exemple de l'histoire de l'industrie où là où il y a la certification ou la standardisation, la normalisation a favorisé les produits. C'était au début de la révolution industrielle, c'est le TÜV, en Allemagne, l'institution qui certifie des technologie qui intervient aussi dans la maintenance. On parlait beaucoup de problèmes dans l'industrie, donc il fallait établir un institut qui certifie des produits et qui vérifie que les standards sont respectés. Là, c'était un succès, mais IA, on est encore dans un stade pas tellement avancé. On veut réglementer ou régulariser quelque chose dont on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi hostile au niveau de développement? On peut vous donner un autre exemple, comment faire une autre stratégie. Ces dernières années, j'étais en Chine plusieurs fois avec des partenaires. Il y a une stratégie claire qu'il faut mettre un règlement post-ex. Ça veut dire qu'on donne 1 an ou 2 ans à une technologie pour voir exactement quel sera le développement, les stades de développement, avec cette perspective qu'après, il y aura une réglementation. Mais d'abord, c'est vraiment la liberté de faire quelque chose, de manœuvrer. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour les chercheurs. Beaucoup de chercheurs ou scientifiques ne veulent pas gagner beaucoup d'argent, mais ils veulent être libres dans leur inventivité, dans leur création. Est-ce qu'on développe des choses qui vont vers le mauvais sens parce qu'on parle déjà trop de la réglementation depuis le début, on ne les laisse pas faire? Est-ce que c'est ça une raison? Professeur Deveillère, peut-être vous voulez répondre à cette question. Les chercheurs, il faut déjà différencier la recherche publique de la recherche privée, je pense. On n'a pas forcément les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'en recherche publique, on est plus sur des objectifs de long terme, souvent, que sur des prototypes qu'on veut mettre en action demain. Cette hybridation entre la recherche privée et la technologie, parce que là, c'est plus de la recherche, il s'agit de la mise en œuvre d'objectifs, eh bien, elle est sûrement peut-être freinée par une mécompréhension de ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est plus ouvrir la créativité des gens, en fait, de parler d'éthique. C'est-à-dire comprendre la complexité du sujet. Plutôt que de faire un objet et de voir après, une fonction d'IA et après mettre le médecin devant l'outil qui ne sait pas bien comment ça a été fait, ni quels sont les biais, ni sont les frontières de cette machine, qui, comme vous l'avez dit, va pas forcément pouvoir être certifiée complètement. On va juste avoir peut-être les frontières, c'est-à-dire certaines limites qu'a cette machine. Pour moi, il est essentiel qu'on construise justement des laboratoires d'expérimentation avec les usagers, les experts de plein de domaines dans la société, que ce soit dans le transport, dans la santé, dans l'énergie, dans tout ce que vous voulez, pour qu'ils s'appréhendent en fait ce que c'est que ces systèmes et qu'on bootstrap. Et qu'on n'ait plus peur de donner parce qu'effectivement, il y aura ce regard expert de différents domaines et qu'on mutualise, c'est ça. Il est évident qu'il ne s'agit pas de faire ça à long terme, mais il s'agit de faire ça là pendant un moment pour arriver à collecter suffisamment de données, à les étiqueter suffisamment bien pour avoir confiance dans les systèmes qu'on va mettre en œuvre. Et ça, je ne le vois pas arriver, moi. Ces laboratoires d'expérimentation en grandeur dans différents domaines, qu'ils soient mutualisés par secteur.
d'activité. Entre l'Allemagne et la France, c'est possible de faire des choses comme ça. Et ce n'est pas à la recherche de faire ça. La recherche amène de la créativité. Si on dit c'est difficile, en plus parce qu'il faut telle et telle contrainte et qu'on veut surveiller, comment fait-on avec de la recherche? Bon, on va inventer des choses, on va inventer des nouvelles mesures, on va inventer des nouveaux protocoles, on va inventer des nouvelles façons de faire. Mais il faut que cette dynamique soit partagée avec les industriels et les experts, les usagers, et qu'on soit dans des boucles pluridisciplinaires. Trop de segmentation des choses ne fait pas avancer. Aber wenn ich direkt da nachfragen, was heißt dynamisch? Mais si je veux revenir là-dessus, dynamique, qu'est-ce que ça veut dire pour les sociétés, pour les entrepreneurs? Est-ce qu'on peut dire aux entrepreneurs également qu'ils peuvent être très libres à inventer, placer des produits dans les marchés, et puis après, on va voir s'il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on veut limiter, et après, on va peut-être réglementer quelque chose, on ne va pas faire les réglementations depuis le début? Ça revient à dire que quand on certifie quelque chose qui est de l'ordre de l'IA, on le certifie à l'instant T. Et durant sa vie d'usage, on va devoir sûrement re-auditer ou réévaluer. Et c'est ça, cette intelligence. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le produit est fini, on le donne, ou alors on attend des siècles avant de le certifier pour pouvoir le donner, il faut effectivement, comme vous l'avez dit, à mon avis, l'expérimenter très vite. Soit dans des bacs à sable, c'est-à-dire sur des villes pour certains produits, sur des sous-ensembles, et après plus en largeur lorsqu'on est sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais il faudra continuer de surveiller. Et ça va nourrir en données énormément nos travaux d'ingénierie, de technologie et de recherche. Vielleicht noch eine Frage an den Hans-Christian Boos. Peut-être encore une question pour Hans-Christian Boos. Qu'est-ce que la tâche de réglementation de l'État, si je veux voir les deux extrêmes? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des innovateurs, les fondateurs innovateurs dans les entreprises, les laisser faire et ainsi créer un écosystème? Ou est-ce qu'il faut vraiment une politique active industrielle de la part de l'État pour vraiment aussi protéger les petites plantes qui se créent contre les plateformes, les larges acteurs pour éviter qu'ils meurent avant de grandir? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une politique active ou laisser faire? Non, ce n'est pas une contradiction du tout, du tout. Laisser faire, c'est très important. Et malheureusement, on se trouve dans le sens inverse. En Allemagne, on a maintenant proposé que dans le TÜV, il faut utiliser des algorithmes et avant que les algorithmes puissent utiliser dans le marché, il faut les tester. Mais je me demande comment quelque chose d'intelligent puisse se créer comme ça, parce que ça veut dire que les algorithmes doivent être plus intelligents que les gens qui les créent. C'était pareil au début de la révolution industrielle. Il y avait d'abord les problèmes techniques et après le TÜV, l'institution qui surveille a été créée et pas l'inverse. Donc il faut vraiment laisser faire d'abord et puis être attentif et intervenir là où il y a des problèmes. On voit que l'évolution ne va pas dans le bon sens. C'était comme avec les voitures, on a vu, il n'y avait pas beaucoup d'accidents parce qu'il y avait des enfants en arrière qui, dans le cas d'un accident, se sont fracassés la tête contre les vitres. Et donc, on a introduit les ceintures de sécurité. Donc, et la politique active de la part de l'État, c'est quelque chose dont il faut également, parce qu'on a des retards dans beaucoup de cas, et les autres aussi font de la politique active économique. Par exemple, un start-up qui maintenant fait des pertes est maintenant vendu à la bourse avec un multiple de 22. Mais c'est incroyable comment ça a été créé, ce start-up, parce que le CIA, avec le Joint Venture Inc., a financé ce start-up. Et pourquoi? Parce que l'État a dit qu'on va vous donner des commandes pendant 10 ans de la part de l'armée, parce qu'il voulait avoir les données de ce start-up. Donc ça, c'est une politique très active de la part de l'État. Et en Chine, c'est exactement la même chose. On est trop prudent en ce qui concerne l'investissement de l'État parce qu'on ne veut pas créer de l'injustice. On veut subventionner une entreprise et de l'autre donc réclame également la même subventionnement, les subventions, donc on ne le fait pas. Mais il faut quand même créer un écosystème par-ci par-là et les autres puissent
s'approcher de cela. Donc, je propose qu'il faut vraiment avoir une position très forte en ce qui concerne la politique active de l'État, politique industrielle. Et ça ne veut pas dire qu'on a seulement des subventions pour les grandes entreprises comme IBM, mais aussi pour les startups. Et investissez peut-être 100 millions pendant 10 ans et ce start-up va avoir une valeur boursière qui est incroyable depuis le début. Donc, mais ça, c'est vraiment le problème, qu'on a aussi une certaine aversion concernant les risques. Il faut que quelqu'un prenne la décision en disant, mais je donne cette commande aux startups avec le risque, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui manque un petit peu. On n'a plus tellement de temps, mais j'aimerais passer la parole encore à Frédéric et Laurence de Villiers avec une question pour compléter ce qu'on a discuté tout au début de notre table ronde. On a entendu que le traité d'Aix-la-Chapelle a également évoqué l'importance de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire spécifiquement? Qu'est-ce que la coopération franco-allemande peut faire pour contribuer à un grand positionnement de la France et de l'Allemagne en ce qui concerne l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Frédéric, d'abord. Alors, c'est peut-être, encore une fois, un peu plus large que l'intelligence artificielle, dans le sens où je pense qu'il faut se rendre compte, je parlais tout à l'heure de l'erreur qu'on a faite il y a 20 ans en pensant que l'Internet était juste une bulle. On en a fait d'autres, des erreurs, malheureusement, on n'a pas fait que celle-là. Puisque, en fait, depuis 20-30 ans, on joue une partition qui n'est pas la même que celle que les US et la Chine jouent. À savoir que les US, et notamment Hans Christian Voss en parlait, les US et ou la Chine, les commandes publiques de ces zones-là achètent des solutions qui très souvent sont des solutions produites par eux. C'est-à-dire que les Américains achètent américains, les Chinois achètent chinois, et nous, Européens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on s'évertue à acheter tout. Donc nous, quand il y a les Américains qui achètent américains, les Chinois qui achètent chinois et les Européens qui achètent américains et chinois, il se passe quoi derrière? Le tissu européen, forcément, comme il y a beaucoup moins de monde qui achète les solutions européennes, il évolue moins vite. Et donc après, on se retrouve 20 ou 30 ans plus tard à dire « Ah oui, mais les solutions européennes, elles ne sont pas au même niveau que les solutions américaines ou les solutions chinoises. » C'est aussi parce que le meilleur argent qui rentre dans une société, c'est les contrats qui sont vendus. Pourquoi? Parce que non seulement c'est de l'argent, mais en plus, c'est des clients et c'est des clients exigeants qui vont faire progresser les produits. Mais aussi parce que ça fait que un petit peu plus tard sur la route, on se retrouve avec des solutions technologiques beaucoup plus avancées qui elles-mêmes peuvent devenir des solutions pour le coup globales et non seulement plus des solutions leaders européennes. Alors après, on a une philosophie européenne qui essaye d'empêcher de voir émerger des vrais leaders européens. Je pense que c'est malheureusement une erreur parce que les Américains ne se sont pas empêchés d'avoir des leaders américains et les Chinois d'avoir des leaders chinois. Et nous, on s'empêche parfois de certains mergers en disant « Ah, mais attention, ça va faire des leaders européens ». Donc, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir des leaders européens, c'est bien. Avoir des leaders mondiaux, c'est encore mieux. Qu'il faut comprendre aussi, et là, on parle plus au niveau de la commande publique, que acheter ou français ou allemand, c'est pareil. Par contre, acheter français ou allemand d'un côté ou acheter américain ou chinois de l'autre, c'est pas pareil parce que ça va pas forcément influencer les choses dans la même direction et qu'il faut quand même qu'on s'arrange pour jouer un peu la même partition que les autres zones géographiques parce que pendant que nous, on joue la carte de l'ouverture complète et d'acheter à peu près tout et en jugeant sur des critères qu'on essaye d'être les plus objectifs, eh bien, les autres ne font pas exactement la même chose. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de se dire qu'on a été les bons élèves, mais je pense qu'il y a un moment, il faut quand même se rendre compte de la réalité. Also vielen herzlichen Dank. Das zeigt, dass unsere beiden Unternehmen. Merci beaucoup. Ça montre encore une fois que nos entrepreneurs sont vraiment des hommes et femmes politiques actifs. C'est très positif, c'est un très bon signe. Et je voudrais demander, Madame Allmendinger, vous avez la possibilité de conclure. Peut-être vous pouvez encore une fois résumer la discussion de votre perspective. Non, mais je suis incapable de faire ça, mais pour revenir à votre première question, qu'est-ce qu'il faut faire mieux? Qu'est-ce qu'il faut développer? Ça veut dire une politique conjointe concernant la recherche et les
économie. On a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer. Et si on a plus de confiance là, pas seulement tous les audits, les évaluations qu'on connaît depuis la recherche, pas investir trop là-dedans, mais investir plutôt dans la confiance et donner des financements pour arriver à quelque chose. Je crois qu'à ce moment-là, on sera sur la bonne voie et on sera également capable d'attirer plus de talents des autres pays. Et sans eux, ce ne sera pas possible. Mais pour faire ça, et ça c'est ma dernière phrase, pour ça, il faut avoir une société en Allemagne qui connaît beaucoup plus d'ouverture envers les étrangers que la société qu'on voit en ce moment. Donc, diversité, c'est un autre terme clé. On pourrait passer encore 2 heures à débattre de cela. Par contre, on arrive au bout de notre rang de table. Merci beaucoup à tous les intervenants parce qu'à la fin du jour, on a vraiment parlé de beaucoup de facettes. On a vu les différentes perspectives. Merci beaucoup encore une fois à vous tous. Vous allez faire une contribution individuelle, chacun et chacune, pour avoir une économie forte en Europe ainsi qu'une société forte par le biais de l'intelligence artificielle. Merci pour votre modération, c'était très, très bien. On continue, mais avant d'avoir une petite pause, je voudrais utiliser cette possibilité d'utiliser mon voting, le système de voting, pour vous intégrer dans notre conférence. Et la prochaine question, c'est une question d'un groupe d'experts de la Commission européenne. Quelles sont les conditions pour avoir une IA qui mérite notre confiance? Quelles sont les caractéristiques? Vous voyez la liste sur l'écran, je ne vais pas la lire. Et maintenant, les interprètes n'ont plus de son. Désolé, les interprètes ne sont plus rien, on n'a pas de son. Alors, les interprètes s'excusent de nouveau, on n'a pas de son. Bah, il paraît que c'est la pause, mais non. Ah, ça, le son est revenu. Une nouvelle langue nous ouvre de nouvelles voies, de nouveaux horizons et de toutes nouvelles Possibilités. Die Beziehung zu einem Menschen, den ich direkt in seiner Muttersprache ansprechen kann, ist schließlich eine viel engere. Und bei den heutigen Herausforderungen in Europa und der Welt müssen wir verstehen und uns untereinander verständigen können. Je partage votre enthousiasme et je partage aussi votre engagement pour le projet européen. Parce que l'une des forces de l'Europe réside dans l'attractivité de sa société, de son économie, de ses valeurs. De ce point de vue, les langues jouent un rôle essentiel pour approfondir nos relations. Nous avons réalisé récemment une étude auprès de 801 PME. Si l'anglais est la première langue la plus utilisée dans les entreprises, l'allemand arrive en seconde position. Une bonne maîtrise de l'allemand, comme une bonne maîtrise du français, c'est un atout précieux aux yeux des employeurs. Ja, Frankreich und Deutschland sind wichtige Handelspartner in Europa. Französisch ist für Deutsche ein Türöffner zu einem dynamischen und innovativen Arbeits- und Forschungsmarkt. Frankreich war und ist auch natürlich kulturell faszinierend in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, in der Philosophie und im Film. Französisch zu lernen lohnt sich auch deshalb, weil man nur dort so unkompliziert viele schöne Erfahrungen sammeln kann.
Mit keinem anderen Land gibt es so viele Schul- und Städtepartnerschaften wie mit Frankreich. Und Französisch lernen lohnt sich, weil Französisch eine Weltsprache mit 275 Millionen Sprechern über viele Kontinente verteilt ist. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande.